Face à face, Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes bien sûr le maire Horizon de Nice. On va revenir aussi sur Édouard Philippe, l'un de vos proches. Horizon, c'est Édouard Philippe. Vous êtes l'un de ses premiers soutiens. On va revenir sur sa candidature, sur la nomination de Michel Barnier, de droite comme vous et au fond assez proche de votre approche de la politique. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de la drogue qui gangrène un certain nombre de villes, dont la vôtre. Vous avez fait de la sécurité votre priorité. Le trafic de drogue s'est installé dans certains quartiers de votre ville. Il y avait notamment cet été ce drame, les 7 personnes d'une même famille mortes dans un incendie volontaire dans le quartier des Moulins, dont 3 enfants et un adolescent. Il y a un drame hier soir encore à Grenoble, on va y revenir, sur fond également peut-être de trafic de drogue ou en tout cas d'armes qui circulent. Vous avez annoncé ce week-end que l'une de vos réponses, ce sera de suspendre le versement des allocations familiales versées à des trafiquants condamnés. Est-ce que vraiment c'est de nature à changer les choses ? Il n'y a pas que cette mesure qui est de nature à changer les choses. D'abord, il y a, je le souhaite, une véritable prise de conscience selon laquelle le narcotrafic est un des fléaux qui légitime le plus d'insécurité dans notre pays. Gérald Darmanin, d'ailleurs, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, avait bien compris cela et avait mobilisé toutes les forces de sécurité partout où nous le voyons dans les grandes villes, à Nantes, à Lille, à Strasbourg, à Paris et la région parisienne qui est la plus touchée, et d'où viennent les principales organisations qui ensuite essaient de mailler leur filet en direction de la province et vers nos villes. Je trouve simplement qu'en matière de justice, la volonté du ministre de l'Intérieur n'a pas vraiment été suivie d'effet avec les réponses nécessaires. Ça veut dire que le problème, c'est pas les forces de l'ordre ou c'est pas les mesures ou le déploiement qui a été fait, c'est ensuite, c'est-à-dire les décisions de justice, les jugements rendus, l'application des peines ? Comme il n'y a pas des mesures dans notre droit pénal qui paraissent suffisamment fermes, si on a l'opportunité d'avoir un parquet, c'est le cas chez moi, qui est vraiment engagé dans cette lutte, on a des réponses efficaces à partir des dispositions législatives qui existent et qui ne sont pas toujours suffisamment fermes, mais en tout cas qui y contribuent. Moi, je me réjouis d'avoir un parquet avec lequel nous ayons signé avec notre police municipale et notre municipalité un GLTD, un groupement local de traitement de la délinquance, sur spécifiquement le problème de la délinquance. Ça n'est pas le cas de partout. Pour ça, d'ailleurs, que nous avons d'excellents résultats. Mais j'estime que le narcotrafic, aujourd'hui, ça doit être une grande cause nationale. C'est même, mais ça ne l'est pas déjà. J'ai l'impression d'avoir entendu ça 1000 fois. Et par ailleurs, vous dites que vous avez d'excellents résultats. Mais il reste des fusillades, mais il reste des complications, mais il reste ce drame cet été. Enfin, je veux dire, on a quand même l'impression que vous videz la mer avec une petite cuillère. Oui, mais enfin, moi, je ne vide rien du tout. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas décideur, je ne suis pas législateur, je suis maire. Et en même temps, j'ai une des premières polices municipales de France et je vous rappelle que si nous réussissons à interpeller, à démanteler dans notre partenariat avec la justice et plus particulièrement avec le parquet, c'est parce que nous avons le plus gros réseau de vidéosurveillance de France qui nous ont permis, par exemple, sur cette famille qui est décédée dans un incendie pour laquelle elle n'y était pour rien et qui n'était qu'une victime collatérale, parce que ce sont les images que j'ai fournies qui ont permis de confondre une filière tout entière qui venait de la région parisienne. Parce que la plupart des filières de narcotrafic viennent de la région parisienne ou de l'étranger. Christian Estrosi, je reviens sur ce que vous annonciez ce week-end. Du narcoterrorisme. Du narcoterrorisme ? Oui. C'est-à-dire vous-même que depuis Nice, vous savez ce que c'est que le terrorisme. Pour vous, oui, justement. Il y a un vrai lien entre les deux ? Parce qu'aujourd'hui, naturellement, on voit bien qu'une grande partie des filières proviennent de l'immigration, que les gros caïds sont ailleurs qu'en France, et qu'ensuite on monte des filières où on utilise dans les cités des petits guetteurs, des mineurs qui naturellement échappent à toutes nos lois parce qu'il y a une excuse de minorité qui fait qu'il n'y a pas un plafond suffisamment élevé
en termes d'âge pour pouvoir punir et pour pouvoir sanctionner. Mais le mot terrorisme, je veux dire, Christian Estrosi, d'abord vous dites qu'ils sont issus pour la plupart de l'immigration. Le préfet des Alpes-Maritimes au printemps dernier expliquait que plus de la moitié des cas de délinquance commis à Nice ou à Cannes le seraient par des individus de nationalité étrangère. Il confirme donc ce que je vous dis. Mais quand vous dites terrorisme, est-ce que vous voulez dire terrorisme islamiste? Est-ce que vous voulez dire acte de terrorisme? Est-ce que pour vous, le trafic de drogue finance le terrorisme? Enfin, je veux dire, pourquoi ce serait du narcoterrorisme? Tout ça se mélange. Et le narcoterrorisme, c'est quand même mettre en coupe réglée des espaces qui sont censés être contrôlés par la République et qui finissent par se retrouver en dehors de la République. Il y a donc des quartiers à Nice qui sont en dehors de la République. Il y a surtout des quartiers en Île-de-France, il y a des quartiers à Marseille, il y a des quartiers à Nantes, il y a 2 points de deal parfaitement identifiés aux sorties de l'autoroute à l'est et à l'ouest de ma ville, mais qui sont parfaitement identifiés. Mais comment admettre que là où il y a eu cet incendie criminel, le lendemain même, il n'y avait pas de policiers qui étaient placés et que les dealers reprenaient leur même position? Ça veut dire qu'on ne met pas le paquet et on n'en fait pas la cause nationale que ça leur mériterait d'être. Mais vous avez dit tout à l'heure que... Mais j'essaie de faire des propositions. J'essaie de faire des propositions. Il a mis le paquet, mais derrière, il y a des préfets. Derrière, vous êtes un peu en guerre contre le préfet de chez vous, Hugues Moutou. Vous savez, le bâtiment où ça s'est passé, c'est celui qui est dans la 5e ville de France, une ville de 400 000 habitants. Le bâtiment qui est à 50 mètres à vol d'oiseau est le plus proche du bureau du préfet. Il y a quand même des questions à se poser à un moment. Donc, ce préfet, c'est pourtant celui qui avait fait polémique en disant une claque. Est-ce qu'on va passer notre temps à ce que je ne fasse pas de propositions concrètes contre le narcotrafic? Alors j'ai essayé d'avoir une précision de votre part, notamment sur les allocations, mais vous êtes parti ailleurs. Expliquez-moi précisément quoi ça ferait baisser. J'y viens. Donc parmi les propositions où il faut à la fois broyer les petits caïds, débarrasser nos quartiers et casser les grandes filières et naturellement ceux qui depuis l'extérieur dirigent ces filières. Je veux qu'on tape aussi aux consommateurs, parce que s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de trafic de drogue. Et enfin, lorsque vous voyez que la plupart des délits qui sont commis aujourd'hui, qui se terminent par des crimes, aujourd'hui sont commis par des dealers parfaitement identifiés ou des guetteurs parfaitement identifiés, j'ai réussi à obtenir, grâce à un partenariat avec le parquet dans ma ville, que sur les logements sociaux que nous contrôlons avec notre office HLM, sur les 2 dernières années, 150 familles soient expulsées. 150 soient expulsées. Tous ceux qui ont été condamnés n'ont plus désormais, effectivement, et c'est depuis 2021, accès aux logements sociaux chez vous. Absolument. Ni accès, mais en plus de cela, si un seul membre d'une famille se fait prendre en état de récidive, toute la famille est mise dehors. Donc, plus d'allocations aussi, c'est ce que je demande à tous ceux qui se font prendre en récidive. Plus d'allocations pour celui qui a commis l'acte ou pour sa famille? Pour toute la famille, parce que la famille est responsable aussi, parce qu'elle voit les choses, parce qu'elle sait parfaitement ce qui se passe dans l'appartement, dans la cage d'escalier, dans les va-et-vient du membre de sa famille. Donc, si on veut qu'il y ait une responsabilité... y compris les parents, s'il est mineur, absolument. Ou même s'il est majeur? Sans état d'âme, s'il est démontré qu'ils étaient parfaitement complices, simplement en ne disant rien et en ne dénonçant rien. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, je vois une convention qui a été passée en Isère entre la caisse d'allocation familiale et le parquet où ça se pratique. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a une seule autre ville qui a pratiqué la même chose, c'est Grenoble. Non, c'est la caisse d'allocation familiale de l'Isère, pas la ville. C'est la caisse d'allocation familiale de l'Isère à la demande du parquet de Grenoble. Vous reconnaîtrez que Grenoble est en Isère. Oui, mais ça n'est pas que la ville, on a bien compris. Mais enfin, c'est aussi la ville. C'est l'institution judiciaire avec la caisse d'allocation familiale. Et donc, je propose au procureur du tribunal judiciaire de Nice que nous puissions passer la même convention et où la collectivité est prête à s'impliquer de la même manière que nous avons déjà une convention avec le groupement local de traitement de la délinquance sur la drogue avec le parquet. Donc ça donnerait une parfaite cohérence, ce qui nous donnerait une force de plus pour
criminalité, le narcotrafic. Pour autant, on ne peut pas dire qu'à Grenoble, effectivement, ça ait tout à fait mis fin au drame qui se succède. 18 fusillades depuis le début de l'année. Et on a presque le sentiment que vous voulez apparaître aussi comme l'anti-Éric Piolle. En tout cas, c'est le cas notamment sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes emparé de la question du drame qui a eu lieu hier. Je précise les choses, un accident entre deux voitures vers 7h du matin dans le centre de Grenoble. Un agent municipal présent tente de porter secours sur le lieu de l'accident et alors que le conducteur de l'Audi immatriculé en Pologne tente de fuir, il essaye de le retenir. L'homme sort un pistolet, tire à 2 reprises, le tue et prend la fuite. Au moment d'ailleurs où l'on se parle, il n'a toujours pas été retrouvé. Vous avez immédiatement attaqué les propos d'Éric Piolle qu'il parle du fait que personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Mais vous savez qu'il n'a pas dit que ça. D'abord, qu'un maire partage l'émotion, la famille, c'est la priorité. Et donc, je dirais que cette partie des propos de mon collègue maire de Grenoble font partie de ce que nous partageons tous lorsqu'il y a un des nôtres, que ce soit nos concitoyens, mais encore plus quelqu'un engagé dans le service public de notre collectivité, c'est un devoir d'être à leur côté. Mais tout le monde sait que Éric Piolle est maire écolo de Grenoble est un maire qui n'est pas forcément sécuritaire, autoritaire, qui ne parle que de prévention. Lorsqu'il a été élu, il avait même dit, vous savez, moi je vais faire démonter toutes les caméras de ma ville et les envoyer à Estrosi puisqu'il adore les caméras. Ben oui, il se trouve que moi, avec l'intelligence artificielle, avec mon centre de supervision urbain, il y a 5000 caméras qui aident la justice à pouvoir identifier. Ça n'empêche pas, mais ça permet déjà d'identifier. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'Éric Piolle a une forme de responsabilité de ne pas avoir lutté suffisamment, ou en tout cas pas avec les armes que vous estimez nécessaires ? Je ne désignerai jamais un de mes collègues comme responsable de quoi que ce soit, mais je suis un peu choqué lorsque, s'agissant d'un agent de votre collectivité dont vous devez être le premier défenseur. Moi, on touche à un de mes agents de la propreté, du nettoiement, de l'entretien, de la voirie, ou un de mes policiers municipaux, ou un agent de sécurité de la voie publique, ou un de celles et ceux qui font les entrées et les sorties des écoles pour veiller à une bonne rentrée et une bonne sortie des scolaires et de la protection aussi des familles. Eh bien, je suis d'abord à leur côté et j'exige l'impunité la plus totale. La prévention, c'est bien, mais enfin, la meilleure des préventions, c'est quand même de faire en sorte que quelqu'un qui a déjà un antécédent, soit mis sous les verrous avant toute chose. Quand je vois l'adjudant commun qui aurait dû rentrer chez lui le soir, si celui qui l'a tué il y a quelques jours chez moi par un refus d'obtempérer, vous parlez évidemment de ce qui s'est passé à Mougins, un CV dont je ne parle même pas de la liste, et qui devrait être sous les verrous et qui aurait dû permettre à l'adjudant commun de rentrer dans sa famille le soir parce qu'il aurait été derrière des barreaux plutôt que derrière un volant, eh bien, oui, c'est ça aussi la fermeté que doit réclamer et exiger un maire. Il y a donc à vos yeux des propos où on est là. Oui, vous savez, ça peut être une balle perdue. Ce matin, monsieur Piolle essaie de se rattraper en disant « Oh là là, quand même, ça a été non, de balle tirée. » Il faut être honnête, on va d'ailleurs écouter tout simplement ce qu'il a dit. Moi, j'ai vu les bandeaux sur toute votre télé hier. Prenons le temps d'écouter ce qu'il a dit, Éric Piolle, hier soir. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment... Personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé et décalé puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation. C'est la conséquence d'une diffusion des armes à feu. Voilà. Là, il n'a pas tiré sur un dealer, il a tiré sur quelqu'un qui est venu lui porter secours. Et je précise qu'Éric Piolle répondait à une question qui lui était posée sur la question des balles perdues. Écoutez, c'est pas une balle perdue, c'est pas qu'un accident de la circulation. C'est un type qui est en fuite aujourd'hui avec une voiture d'immatriculation polonaise qui a tiré à bout portant 2 balles dans le corps de cet agent municipal. Et moi, j'estime que le devoir d'un maire,
c'est de montrer une colère et une fermeté pour que tout soit mobilisé, pour pouvoir interpeller cela et montrer qu'on est proche de son service public. En tout cas, dans ma ville, c'est comme cela que je me comporte à l'égard de toutes celles et de tous ceux qui sont des grands services de l'intérêt général au service de la collectivité. Christian Estrosi, le gouvernement Barnier, vous avez dit, vous et le parti Horizon, le soutenir. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à y participer? On ne peut pas, avec Édouard Philippe, avec Horizon, depuis maintenant plusieurs semaines, dire que, et c'était déjà avant le premier tour des élections législatives, qu'il était important de réussir à bâtir un arc républicain qui aille depuis la droite conservatrice jusqu'aux sociodémocrates. Et aujourd'hui, alors que cet arc républicain semble se dessiner, je dis bien semble se dessiner, dire que nous ne serions pas prêts à participer à une forme de coalition qui permette à Michel Barnier, dont nous partageons totalement la sensibilité, on a quasiment le même parcours en matière de gaullisme social, de gaullisme libéral, d'humanisme, avec Michel Barnier, pour que cette force républicaine, qui est majoritaire aujourd'hui, même si elle est relative, mais qui est majoritaire, puisse s'imposer. Donc il n'y a aucune raison que nous ne donnions pas l'image aux Français qu'après avoir réclamé cela, si Michel Barnier y est prêt, nous ne serions pas prêts à l'accompagner. Donc vous l'accompagnerez, il y aura peut-être des ministres issus d'Horizon, d'ailleurs pourquoi pas vous ne diriez pas non? Je dirais non tout simplement parce que la règle, vous le savez très bien dans notre pays, c'est pas faire les deux en même temps. Quelqu'un qui préside une grande collectivité, et ma priorité c'est Nice, c'est ma ville, c'est ce que nous y développons et qui peut être une contribution aussi à la croissance. Vous ne regretterez pas? Mais fut un temps où j'ai été ministre de l'Industrie et maire de Nice, où j'étais ministre de l'Outre-mer et ministre de l'Aménagement du territoire aussi, et président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Je trouve que c'est un temps d'ailleurs où on trouvait plus facilement des majorités avec des gens d'expérience qui représentaient en même temps les territoires de France. Depuis Hollande, on a voulu s'exonérer de cette règle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai choisi, vous êtes obligé de choisir, vous choisirez votre ville. J'ai choisi et mes concitoyens savent que je tiendrai mes engagements vis-à-vis d'eux et que je ne les lâcherai pas. Pour autant, les élus locaux, y compris dans les politiques qu'ils conduisent, sont là aussi pour accompagner à ce redressement national. Le fait que le Rassemblement national... Et je le ferai pour Michel Barnier, pour qu'il réussisse à ce que, notamment, nous puissions bâtir un budget. Je le sens très ferme sur les positions de sécurité, de lutte contre l'immigration. Tout ça me va bien. Et dès lors ça va bien aussi au Rassemblement national, qui répète à l'envi qu'ils sont en réalité ceux qui auront droit de vie ou de mort sur ce gouvernement. Être sous surveillance du Rassemblement national, ça vous met pas mal à l'aise, ça? Ça ne me met pas mal à l'aise dès lors que Michel Barnier, d'abord, est un homme de consensus, que nous savons que la première des choses à réussir, c'est de bâtir un budget, et que cette étape est sans doute la plus cruciale vu la situation des déficits de notre pays et de l'état de notre budget, près de 6,2% de déficit alors que la barre européenne est de 3%, et que Michel Barnier, dont nous connaissons l'expérience d'habile négociateur et de talent, pourrait nous aider à gagner un peu de temps vis-à-vis de Bruxelles, en même temps que de ne pas affaiblir, même si nous avons des économies considérables à faire en matière de dépenses publiques, sur plutôt les charges de fonctionnement, maintenir de l'investissement qui nous permette de soutenir aussi la croissance, parce que tout l'enjeu et tout l'équilibre est là. Alors après, si le Rassemblement national veut faire de la politique politicienne, je connais aussi les valeurs de Michel Barnier, qui sait parler, sait discuter, sait entendre, mais qui n'a jamais de sa vie franchi la barre en direction des extrêmes. Et c'est aussi cela qui me met en confiance. Ça veut dire que si le Rassemblement national, qui n'a aucune possibilité de faire sauter ou d'empêcher les politiques de Michel Barnier, notamment en matière budgétaire et sur d'autres sujets, pouvait le faire, ce ne serait qu'en s'alliant à Mélenchon. C'est la seule possibilité qu'ils ont. C'est-à-dire que face à une volonté républicaine qui est la nôtre, de bleu, blanc, rouge, de tricolore,
de cette force républicaine au bénéfice de l'intérêt général, nous aurions une alliance rouge-brun. Bon, eh bien, j'ose imaginer que cette alliance n'est pas imaginable. Mais allez savoir pourquoi, aujourd'hui, dans ces esprits partisans de la part des uns et des autres, on essaie de privilégier des alliances contre nature quelquefois, plutôt que l'intérêt général. Christian Estrosi, maire de Nice et numéro 2 du parti Horizon d'Édouard Philippe. Merci d'être venu ce matin dans ce studio répondre à mes questions. Il est 8h50.